Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille. 3 août 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Ferrier constate que les besoins en communication de l'armée ne sont pas couverts. Seule une vingtaine de stations mobiles radioélectriques sont disponibles au lieu des 120 prévus. Il faut en fabriquer 100 d'urgence. Ferrier s'adresse à la SFR, la Société française radioélectrique, seul constructeur capable de répondre à cette commande. « Mon cher Girardot, nous sommes dans le pétrin. Aidez-nous à en sortir. » Émile Girardot, fondateur et directeur de la SFR, est mobilisé au 8e génie sous les ordres de Ferrier. Girardot relève le défi. Ferrier lui apporte le matériel roulant, une centaine de camions qu'il a réquisitionnés. En peu de temps, les 20 corps d'armée reçoivent leur station mobile. La Tour Eiffel représente un enjeu stratégique considérable. C'est la tête de l'organisation radioélectrique, la seule station française de forte puissance qui puisse communiquer avec nos colonies, nos navires et nos alliés, en particulier les Russes. Elle est la seule aussi à pouvoir capter les messages lointains des autres pays, amis et ennemis. La TSF allemande dispose d'un solide réseau, composé de plusieurs stations fixes et de postes mobiles. La Telefunken a même équipé certaines stations en audion de lit de Forest, la lampe à 3 électrodes, plus tard appelée triode. La station souterraine du Champ de Mars ne sait pas encore traiter le signal émis par ces stations. Mais la Tour Eiffel a 2 points faibles. Paris peut être envahi. Dans ce cas, le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, a donné l'ordre de la détruire. On construira rapidement une station près de Lyon, à la Doua, pour pallier ce risque. L'ennemi, s'approchant de Paris, la station du Champ de Mars peut être facilement détruite par son artillerie. Il faut d'urgence trouver une solution de secours. C'est le capitaine Brenaud qui trouvera la solution en suggérant d'aménager la station de métro du Trocadéro, alors en cours de construction. La décision est prise le 1er septembre par l'état-major et Ferrier. Dès le lendemain, les premiers travaux sont lancés, en même temps que les plans d'exécution. Les indications d'aménagement étant fournies au fur et à mesure de la progression du chantier. Cette station de secours doit pouvoir vivre en autonomie en cas de siège. Elle comporte de nombreux locaux techniques et de nombreuses salles pour cantonnement avec des réserves de nourriture. L'antenne est constituée de 2 câbles aboutissant aux 2 tours du Trocadéro. Elle sera prolongée jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. Après 11 jours et 11 nuits de travail, la station du Trocadéro fonctionne et communique avec l'ensemble des places fortes françaises, l'Algérie, l'Angleterre et les armées alliées. Sa construction est décidée en août 1914 sur un terrain de 40 hectares prélevé sur le domaine militaire du Grand Camp, à la Doua, à Villeurbanne. Ferrier en confie la construction au capitaine François Péry. Le matériel de l'émetteur sera celui prévu pour équiper des stations à Saïgon et Tombouctou et saisi sur la demande de Brenaud au dernier moment sur les quais du port de Marseille. Le chantier est mené rondement. Ferrier, inquiet de la situation de Paris, fait pression pour qu'il avance vite. C'est Girardot qui le conduit et le termine pour la mi-septembre. Le 16 septembre, une première liaison avec la Russie est établie. Les bâtiments sont en planche, mais avec ses 8 pylônes de 125 mètres, supportant 16 câbles de 750 mètres et une puissance de 150 kW, la Doua porte aussi loin que la Tour Eiffel.
En ces 2 premiers mois de la guerre, par un travail acharné, secondé par des techniciens de grande qualité qu'il a parfaitement su motiver et diriger, Gustave Ferrier a mis et maintiendra ensuite à un niveau élevé le matériel de transmission de l'armée française. L'armée allemande ne se doute pas des moyens mis en œuvre et transmet en clair certains messages stratégiques comme les ordres donnés à ses troupes. D'autres messages sont codés, mais vite décodés. Certains fourniront à l'état-major des informations qui, une fois vérifiées par la reconnaissance aérienne, permettront de prendre des décisions judicieuses.